Qui est-ce, Macron? Maintenant, tout le monde l'a expliqué. C'est un garçon tout à fait rare. C'est à la fois un pur produit de l'ENA, mais en même temps un philosophe, un musicien, mais surtout un homme remarquablement intelligent, avec une expertise extrêmement profonde, une très grande loyauté. Moi, j'étais très heureux de travailler avec lui, de le découvrir à cette occasion. C'est un haut fonctionnaire. Alors, il a été brocardé comme banquier, mais c'est oui, c'est d'abord un haut fonctionnaire. Et le fait d'être banquier, qui n'est pas une insulte, n'était qu'une parenthèse assez brève dans son parcours, bref pour l'instant. Et moi, j'étais très impressionné par ses compétences techniques et sa loyauté. C'est pour ça que je l'ai présenté à François Hollande au moment de la campagne des primaires. Et ils sont bien entendu, on connaît la suite. C'est pour ça que je l'ai présenté à François Hollande au moment de la campagne des primaires. Et ils sont bien entendu, on connaît la suite. C'est pour ça que je l'ai présenté à François Hollande au moment de la campagne des primaires. Et ils sont bien entendu, on connaît la suite. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et je puis vous dire une deuxième chose. Nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et européennes, Mesdames et Messieurs les ministres, 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial, une année de progrès décisif vers la paix, vers la paix. Sarkozy-Kadhafi ou des liaisons dangereuses en 3 actes. Ce fut d'abord la rencontre, puis la normalisation, avant la guerre. La première rencontre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, vient ensuite le temps de la guerre. Un vent de révolution souffle dans le monde arabe que la France n'a pas vu venir. Nicolas Sarkozy décide alors de tourner le dos à Kadhafi et de soutenir militairement les rebelles à Benghazi. Le colonel Kadhafi est tué dans sa ville natale de Sirte. Pour les partisans du régime, cette mort serait la conséquence de la volte-face française. Cela ne dépend que de notre volonté. Voulons-nous subir la crise ou voulons-nous rebondir grâce à la crise? La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, aucun d'entre nous n'en sortira, aucun. Et je peux vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.
ça que je l'ai présenté à François Hollande au moment de la campagne des primaires, et ils sont bien entendus, on connaît la suite. C'est pour ça que je l'ai présenté à François Hollande au moment de la campagne des primaires, et ils sont bien entendus, on connaît la suite. Comment est-ce que tu te sens juste après cette élection? Je me sens comme sur un nuage. Je ne réalise absolument pas. J'ai l'impression de l'aider. J'ai l'impression que cette soirée n'a jamais existé. Quand on débattait encore ce matin, on se demandait si on était vraiment le jour J. Là, on est en fin de soirée. Je suis devenue Miss France et tout tourne de la journée. C'est toujours la même chose. Je ne réalise pas. Et quels seraient les premiers mots que tu souhaiterais adresser aux Français? Je suis ton père. Pas se substituer. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots à l'encontre des Français non vaccinés. Mardi, le président de la République, dans un entretien aux Parisiens, a chargé les 5 millions de Français qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que celles et ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française, en la rétrécissant à une culture, oublient totalement ce qui nous a fait. J'aime plus que tout notre langue, notre culture, ce qui fait ce trésor. Mais en même temps, elle a toujours été ouverte. Elle s'est toujours construite dans la capacité à en agréger d'autres, à faire venir les talents d'ailleurs, à faire que des jeunes ou moins jeunes qui venaient de partout ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, eh bien, devenaient constitutifs de la culture française. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Mais que c'est une formidable chance pour la France de disposer de jeunes comme lui. Il y en a des milliers. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Nous on est là et on restera là, que les gens le veuillent ou non. On est français, on est né en France, mais on reste africain ma gueule. Et on va rester. Cette question-là, mais bon, on parlait juste de foot. On bouge, je te le dis, ça fait plaisir. Marine, on est là ma gueule. On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Les Allemands ils l'ont pris en 24 heures en 1940. Et nous on est là, on n'a rien cassé Marine. C'est pour toi, je t'aime Marine Le Pen. Marion t'es bonne. Mais que c'est une formidable chance pour la France de disposer de jeunes comme lui. Il y en a des milliers. Ici, sans papier, sans rien du tout, on rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000, moi, gratuit. Les à France, je vais niquer la France bientôt. Regarde.
Si, 1, 2, 3, vive l'Algérie, le Maroc. On est ensemble. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Identitaire serait se tromper. Et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Ici, sans papier, sans rien du tout. On rentre à un match. Les gens sont achetés 5 000, 6 000. Moi, gratuit, oui. Les à France, je vais niquer la France bientôt. Regarde. Si, 1, 2, 3, vive l'Algérie, le Maroc. On est ensemble. They were kicking people. I seen them kicking people, punching people. I was smacked into the floor. I had blood in my left eye. I couldn't see. I'm totally disorientated. I don't know where I am. I've got blood pouring out of my head. I begged for help. I begged the police for help. And I got a stock answer. There's nothing we can do. I'm never going to a European match away again. in a cage, it's one-on-one. When we came out of that ground, there was groups of 30 men running around in big packs, and just like some of them had weapons, you know what I mean? Some of them had machetes and knives and bars and stuff like that, and bats, and you just had to try and get away from the ground. But pounds for everyone here inside the O2 Arena. Significantly better is the path to victory for Jordan. Oh, Levitts jumping deep. Oh, he wants his one back, does Pimlet. And he's got that in, he's got the net. Digging did some damage. Transformation for Paddy Pimlet from where he would try and use Woody Campbell. Oh, nice knee, big knee. There's one hook. At this rate, might not matter who he's found his way there tonight. This is it. That's tight. He gets it. He gets the tap. The Paddy party goes to the next level. These officers, what's going on? They were just laughing at us. So, as I say, though, I've never been so scared for my own safety and the people around me's safety. It was seeing people with machetes just running around. Like, I've been saying this for the last few days, the only thing I can compare this to is something like The Purge. Seen the movie The Purge, where you can do what you want for 12 hours. That's what it was like. That's what I feel it was like, The Purge. There was no laws for 12 hours. You could do what you wanted. Si j'ai bien compris, tu as fait un choix. Ton choix, toi, se porte sur l'équipe de France. Ouais, voilà. C'est pas l'Algérie. Non. À un moment donné, vous êtes posé la question quand même, Karim, ou directement vous êtes dit c'est l'équipe de France pour le côté sportif? C'est plus pour le côté sportif, parce que c'est l'Algérie, c'est mon pays. Hein. Alors moi, ce qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. C'est du racisme anti-blanc, c'est les prémices d'une guerre civile. Voilà la réaction immédiate que vous aviez eue quelques heures, jours après ce qu'il s'est passé, le drame de Crépol, la mort de Thomas. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? Les témoignages des personnes sur place, rapportés par le Dauphiné Libéré, rapportés également dans Paris Match, où les témoins de la scène atroce ont dit qu'ils avaient entendu les agresseurs dire explicitement « on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc ». Voilà, donc si ça n'est pas du racisme anti-blanc, je ne sais pas ce que c'est. Et je trouve d'ailleurs que la réaction n'est pas à la mesure de la gravité. Parce que imaginez si, à l'inverse, nous avions eu Thomas et ses petits copains qui étaient descendus dans la cité avec des couteaux de 25 cm,
en disant on est là pour tuer de l'arabe et planter de l'arabe. Vous pensez qu'il se serait passé quoi? Je pense qu'il y aurait eu une minute de silence à l'Assemblée nationale, branle-bas de combat dans toute la classe politique pour nous forcer à nous mettre à genoux, émeute urbaine et tutti quanti. Donc oui, j'utilise ce terme de racisme anti-blanc parce que malheureusement personne ne le dit. Or, c'est le cœur du sujet. Voilà, la guerre ethnique sous-jacente qui pour moi sont les prémices de la guerre civile et ça me terrifie. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là où... Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Jusque-là, personne ou presque ne le connaissait. Hier, tout le monde ou presque a réagi. Nick Conrad est donc un jeune rappeur qui a mis en ligne il y a 10 jours le clip d'une chanson intitulée PLB pour Pendez les Blancs. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Voilà pour le début du texte. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Il faut bien leur donner un nom, les Blancs. À qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je vous le disais donc, d'abord cette nouvelle qui nous vient du Royaume-Uni, l'English Touring Opera, une compagnie qui regroupe des musiciens indépendants et qui effectue des tournées dans l'ensemble du Royaume-Uni, ne renouvellera pas le contrat de 14 de ces musiciens blancs. Mathieu, le motif c'est celui-ci, donner la priorité à une diversité accrue dans l'orchestre. Et au fond, au moins les 3 derniers millénaires, et probablement plus de notre histoire. La France n'a été qu'une terre de brassage, une terre de métissage. Elle est née des invasions au départ, puis de l'immigration. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage. Donc je pourrais m'en tirer en disant... Est-ce que vous auriez prononcé l'expression français de souche prononcée par François Hollande? Non, je trouve cette expression détestable. Alors, Bruno Leroux, c'est quoi un français de souche? Je n'emploie jamais cette expression et d'ailleurs je bloque systématiquement, puisqu'un certain nombre de Français y font référence, je bloque systématiquement sur mes différents comptes de réseaux sociaux ceux qui se revendiquent de cela. Mais... Non blanc, oui, ça me paraît évident que le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, et c'est ainsi. Et je ne suis pas de ceux qui disent « Ah là là, grand remplacement, catastrophe » ou « Ah là là, le métissage, nous étions une race supérieure et il y a des races inférieures qui sont en train de nous dominer, de nous posséder, etc. » Pas du tout. Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes, la richesse de la société française. Exactement. Comme tous les Français, il y a un tiers de Français qui ont un grand-père étranger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Français de souche. On serait bien en mal de trouver la moindre souche dans l'histoire de France, y compris chez les Gaulois, car finalement la France était un cul-de-sac dans les migrations venues de l'Est et du Sud, et avec une sédentarisation et des mélanges qui ont fait notre force et qui ont fait qu'il n'y a pas de communauté d'origine en France. Il y a une communauté de destin. C'est le contrat qu'on va signer ensemble pour faire ensemble. Alors, vous connaissez la théorie que je développe dans cette émission depuis un sacré moment, c'est que tout est de notre faute. Voilà. Tout ce qui est mis en avant comme stratégie afin de lutter pour l'égalité des roudoudous et contre les discriminations et les privilèges, etc., en fait, c'est juste un moyen d'accabler sans arrêt
l'homme européen, afin de désactiver ses défenses immunitaires, à force de lui dire c'est toujours ta faute, c'est toujours ta faute. Imagine une femme qui dit à son mari toute la journée, qui lui fait des reproches, etc. Au bout d'un moment, le mari tombe en dépression. D'accord. Et c'est ce qui se passe en fait. L'Occident est en dépression. Il est environ 11h du matin lorsqu'un homme armé de couteau s'introduit dans la cour de la cité scolaire Gambetta, en plein cœur d'Arras. Depuis leur salle de classe, les collégiens et lycéens assistent, téléphone à la main, à l'attaque. Sur cette vidéo filmée par un élève, on distingue l'assaillant. Il est ici en veste grise, jogging noir et basket blanche. Certains ont eu le réflexe d'appeler leurs parents. Nadège a échangé avec sa fille juste avant qu'elle ne se retranche. Elle hurlait en me disant qu'elle voyait l'assaillant avec un couteau ensanglanté, qu'il avait poignardé un professeur dans la cour et qu'elle remontait s'enfermer dans les classes. Donc j'ai essayé de la calmer parce que je savais pas, ça me paraissait surréaliste à Arras. Donc je lui ai demandé d'aller s'enfermer et de rester avec des amis, de tout fermer et de rester calme et de rassurer ceux qui paniquaient. Le voici juste après son interpellation. Mohamed Magouchkov a 20 ans. Il est né en 2003 en Russie, arrivé en France à l'âge de 6 ans. Depuis quelques années, il tentait d'obtenir le statut de réfugié. 6 500 €, c'est le montant accordé par la mairie de Lille en 2022 et en 2021 à la CIMAD. En 2018, cette association immigrationniste avait même touché 8 000 €. Le montant concernant les autres années n'est étrangement pas disponible. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. La CIMAD fait partie des 1350 associations de soutien aux migrants qui ont reçu 750 millions d'euros de subventions en 2021. C'est pourquoi nos militantes lilloises en ont eu ras-le-bol. Ils sont allés samedi 2 décembre déployer une banderole place de la Gare en plein marché de Noël pour dénoncer la complicité de la mairie de Lille avec les clandestins. L'action de la CIMAD a été décisive pour permettre le maintien sur le territoire national de Mohamed Magouchkov, l'auteur des coups de couteau mortels à Arras sur le professeur Dominique Bernard vendredi 13 octobre 2023. Vous l'avez compris, cette association aide des délinquants et criminels clandestins à rester en France. Il est absolument inadmissible que la mairie de Lille, dirigée par Martine Aubry depuis 22 ans, continue à subventionner une association qui participe à faire monter l'insécurité en France en se faisant les complices de délinquants. L'obstination est mauvaise conseillère. Dans ce lycée lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Elles restent alors vêtues de leur abaya, une robe longue, assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam. Faut que ce soit large, faut que ça cache les chevilles, faut que la fille elle soit couverte, qu'elle se cache. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mila. Bonjour. Merci d'être à ce micro ce matin. Mila, votre prénom est connu de la France entière. Vous étiez devenue l'affaire Mila. Vous avez aujourd'hui 20 ans. Votre vie a basculé le 18 janvier 2020. Vous aviez 16 ans. Vous êtes insultée sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément. Inch'Allah, meurs sale pute. En réponse, vous avez vous-même insulté le prophète Mahomet en des termes très crus. Et là, tout va très vite, 50 000 menaces de mort et de viol en quelques heures. La présidente de l'association de protection des mineurs sur Internet e-Enfance avait raconté à l'époque, et je voudrais qu'on entende cette phrase pour qu'on comprenne ce qu'il vous est arrivé. Jamais un mineur n'avait été victime d'une telle viralité. À l'époque, l'activité autour de Mila dépassait le nombre de messages ordinairement échangés lors d'un événement comme la Coupe du Monde de football. Chérif Kouachi, 32 ans, et son frère Saïd Kouachi, 34 ans, seraient les auteurs de l'attentat. Des tueurs au sang-froid, comme on le voit sur cette vidéo, déterminés, sans état d'âme. Ils n'hésitent pas à achever un policier à terre. Ces deux hommes, qui apparaissent comme des professionnels du crime, n'étaient autres que des jeunes de cité insouciants il y a encore quelques années.
On voit ici Chérif Kouachi tourné en 2004 dans un film associatif. Son rêve était alors de devenir rappeur, avant de glisser peu à peu vers l'islam radical. Le vendredi 13 novembre dernier, 9 hommes attaquent Paris. Parmi eux, ces différents kamikazes. Bilal Adfi, 20 ans, français. Brahim Abdeslam, 31 ans, français. Sami Amimour, 28 ans, français. Et Ismaël Mostefaï, 29 ans, français lui aussi. Qui sont-ils ? Comment se sont-ils radicalisés au point de se retourner contre leur propre pays ? Moi j'habite en Suisse à la base, il y a quand même moins de harcèlement de rue, mais personnellement c'est toujours par des personnes de type maghrébine que je me fais suivre ou que je me fais siffler ou insulter. En Suisse j'ai l'impression qu'on est assez privilégié par rapport à ça, mais que ça commence à prendre le même chemin que la France quand même. Il y avait un homme d'origine pakistanaise qui a commencé à se masturber, a sorti son pénis, avait du sperme en fait sur son manteau, sur le dos de son manteau, donc c'est absolument répugnant. Et malheureusement c'est des choses qui sont quotidiennes dans les transports en commun à Paris. Et quels seraient vos premiers mots que tu souhaiterais adresser aux Français ? Je suis féministe, donc bien sûr que je combats le patriarcat blanc, mais que je ferme bien ma gueule sur tous les viols commis par les OQTF. Je suis féministe, donc bien sûr que je défends l'immigration massive en France et dans toute l'Europe. Et les étrangers ultra-majoritaires dans les agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France, alors ? C'est hyper faux. Moi j'ai d'autres chiffres, hein, je suis désolée, mais facho ! Facho ! Je suis féministe, donc bien sûr que je dénonce le harcèlement de rue de la part de Jean-Jacques et Paul-Henri. Wesh, mamzelle, tu fais la meuf là ? Voilà. Je suis féministe, donc bien sûr que je combats l'église catholique, mais que je défends les islamistes. Et les mariages forcés dans l'islam, alors ? Dès les premiers mètres, la procession est sifflée, interpellée par des manifestants communards. Ces 300 personnes commémorent les 49 otages de la rue Axo, dont 10 religieux, fusillés par les fédérés il y a 150 ans. Le seul policier présent est rapidement débordé. Le service de sécurité du diocèse a dénombré une cinquantaine de militants d'extrême gauche qui lancent des poubelles et bouteilles en verre. Attention ! 2 sexagénaires sont projetés au sol. L'un d'entre eux est hospitalisé suite à sa blessure au crâne. Les fidèles se réfugient dans cette église pendant près d'1h30. Cet affrontement surprend les riverains. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose comme ça pouvait se... Surtout entre chrétiens et puis des gens, des communards, quoi, des gens de gauche. Non, un des agresseurs a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de manifester sur la voie publique pendant 2 ans. Pierre B. a été jugé sur le fondement de l'article 3. Ma rédaction m'avait envoyé interviewer la présidente du syndicat de la magistrature on était dans le énième épisode de la polémique opposant les magistrats et Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Et j'arrive au syndicat de la magistrature, ça avait été décidé, on m'avait dérouté d'un autre reportage. Vous voyez, on m'a dit, est-ce que tu peux vite passer, on a besoin d'une interview, c'est pour le journal de midi, dépêche-toi. On arrive très vite, et je dis à la présidente, enchantée madame, on va vite vous interviewer dans la grande salle d'entrée du syndicat de la magistrature. Elle me dit, ah non, là, c'est pas possible, venez dans mon bureau. On va voir dans le bureau, et on dit, bah non, c'est tout petit, c'est sombre, ça se fait pas en télé. On retourne dans la pièce, elle dit, c'est embêtant quand même, on peut pas filmer ici. Et pour la rassurer, parce que je connais ça, souvent les avocats ont peur qu'on filme un dossier, un nom qui apparaît. Je dis, madame, je ne vois pas du tout, là ça va être très bien, on va vous filmer comme ça. C'était un lieu commun. Ce qu'on appelle aujourd'hui un open space syndical. Voilà. Et je lui ai dit, là c'est parfait, on va vous filmer comme ça, je ne vois pas ce qu'il y a gênant de filmer. Et à ce moment-là, j'entends une voix derrière moi d'un des syndicalistes qui lance à la cantonade, il ne faut pas filmer le mur des cons. Que je n'avais pas remarqué. Vous entendez ça? Oui. J'entends ça.
je regarde autour de moi et c'est là où j'aperçois le mur des cons. Et là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des moments essentiels qui se jouent en quelques trames de secondes. Oui, je vois ça, je me dis, bon, vous savez, dans les locaux syndicaux, on voit ce genre de choses, chez les postiers, chez les sidérurgistes, chez les journalistes. Je me dis, tiens, c'est leur tableau de chasse, c'est pas très délicat, le tableau de chasse des gens qui ont été condamnés. C'est pas très délicat, mais pourquoi pas? Et puis je balaye du regard, je scannérise, et je me dis, mais non, il y en a qui n'ont pas été condamnés. Et puis il y en a qui sont dans des procédures judiciaires, pas encore condamnés, d'autres qui n'ont jamais connu les tribunaux. Et je me pose la question, quel est le point commun de toutes ces personnes? Et je m'aperçois que 95% de ces... Je fais appel à mon disque dur, à mes archives personnelles, dans mes neurones, je me dis, mais 95% des personnes ont manifestement le tort ou la qualité d'être classées à droite ou à l'extrême droite, ce qui leur vaut d'être ainsi épinglés sur ce qui semble être un pilori du syndicat de la magistrature. Et je me dis, il y a juste un problème, c'est que si c'était des ouvriers, si c'était des postiers, comme je vous disais, ou des sidérurgistes, on en penserait ce qu'on veut, mais là, ce sont des magistrats et il y a un problème. Fin octobre 2020, le jour de la Red Pill est arrivé. Nous sommes encore en période de Covid, le couvre-feu est mis en place. J'ai un babysitting dans Paris, je fais donc la fameuse attestation pour sortir en toute légalité et je me dirige vers la gare qui est à 5 minutes de chez moi environ. Et alors que je vois un homme arriver quelques mètres devant moi, je me pose cette fameuse question que beaucoup de femmes se posent, est-ce que je change de trottoir? Je décide de rester. Alors que j'aurais pu éviter le pire, cet homme arrive à ma hauteur, me frappe à la gorge, je me retrouve paralysée, il me plaque contre le mur et se colle à moi, je perds tous mes moyens. Encore aujourd'hui, je suis incapable de préciser combien de temps cela a pu durer, mais ça m'a paru vraiment durer une éternité. Par chance, il finit par me lâcher et continue sa route. Je reste immobile et sonnée, je ne sais pas quoi faire, je m'effondre et continue ma route comme si je venais d'halluciner. Au vu de son comportement, j'imagine qu'il était à son coup d'essai et que la suivante était peut-être la bonne, malheureusement. Le profil de l'agresseur ne va surprendre personne, sauf ceux qui veulent se persuader que la menace principale pour les femmes ne vient pas d'ailleurs. À la suite de cette agression, je me confie très peu. Cependant, lorsque je décris la personne qui m'a agressée, on me demande pourquoi je mentionne ses origines nord-africaines. C'est alors que je réalise enfin que les personnes se proclamant féministes choisissent volontairement de taire l'origine des agresseurs. Je suis une étudiante dans la vingtaine et je suis vraiment venue spécifiquement sur Lyon pour mes études. Moi, je venais d'un endroit assez tranquille de la Côte d'Azur où il y avait très peu d'immigration, très peu d'insécurité. Et en fait, depuis que j'habite ici, je vis un harcèlement qui est absolument constant. C'est-à-dire que je me fais harceler dans la rue à peu près plusieurs fois par semaine. En fait, au début, je comprenais pas du tout pourquoi il y avait aucune fille en jupe, parce que nous, sur la Côte d'Azur, en tout cas, il y a beaucoup de filles qui se mettent en jupe, qui s'apprêtent, etc. Et j'ai très très vite compris pourquoi. Parce que en fait, il y a un truc qui est absolument dingue, c'est que à chaque fois que je me mets en jupe, on va dire une fois sur deux quand je suis en jupe, de toute façon, je vais systématiquement parler de maghrébins dans la vidéo, donc ça sert à rien que je le reprécise à chaque fois. Mais donc c'est systématique, t'as des maghrébins qui viennent me demander si je suis une prostituée ou me traiter de prostituée. C'est même pas forcément des jupes moulantes, on parle de petites jupes de jeunes filles, quoi, des jupes un petit peu évasées, pas trop longues non plus, mais des jupes normales. Donc, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 27 ans et mi-septembre 2023, j'ai été victime d'une agression sexuelle dans le train en provenance de Paris. À Bordeaux, tous les passagers descendent. Dans mon carré A4, il n'y a donc plus personne et dans le carré A4 qui est à côté de moi non plus. Donc là, je vois un homme d'une 50aine d'années de type maghrébin qui vient s'asseoir à côté de moi, enfin à 3 sièges à ma droite. Je vois très bien qu'il est louche et qu'il veut tenter quelque chose. Il me parle, se touche les parties intimes. Il commence à me parler, à me demander si ça va. Je lui réponds mais très brièvement, je ne rentre pas dans les détails. Donc je décide de détourner mon regard, de mettre mes écouteurs et d'ignorer cet homme et de fermer les yeux, la tête collée contre la vitre.
Je suis assoupie, la tête contre la vitre, et tout d'un coup je sens sa main dans ma culotte qui me touche les parties intimes. Donc je me réveille brutalement. J'avais donc une jupe longueur genou, donc il est bien passé en dessous de ma robe. Il a continué à me dire qu'on pouvait continuer parce qu'il y avait personne autour de nous et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Sur le coup, je l'ai repoussé, mais après au moins une dizaine de secondes, parce que j'étais tétanisée et je m'étais endormie, donc j'étais très surprise par ce qui venait d'arriver. Du coup, il commence à être très gentil, à me proposer de l'eau, un sandwich, des bonbons. Je refuse bien sûr et je décide de prendre mon sac et d'aller voir les contrôleurs. Quand je vois les contrôleurs, je fonds en larmes. Les contrôleurs prennent ma situation très au sérieux. D'ailleurs, je les remercie. Donc, je suis avec les contrôleurs en voiture 13, alors que l'agression a lieu en voiture 16. Et je le vois, Wari, qui s'approche des contrôleurs et moi, et qui dit « c'est pas moi, c'est elle la menteuse, j'ai rien fait », alors que nous ne lui avons même pas adressé la parole. Le contrôleur lui demande de revenir à sa place. Les contrôleurs me demandent d'aller chercher ma valise en wagon 16 et là je vois Wari qui me demande de ne pas le dire à la police et surtout de ne pas le dire aux contrôleurs car il n'a rien fait. Les contrôleurs appellent la police et la sécurité ferroviaire. Ils l'empêchent donc de descendre en gare de Agen et de Montauban et du coup la police l'arrête en gare de Toulouse. Il est menotté et me demande d'identifier l'individu. Au moment de l'interpellation à Toulouse, le fils de l'agresseur qui était venu le récupérer prend très mal la vision de son père menotté et insulte et agresse violemment la police et moi-même verbalement. Il va dire « Mon père n'a rien fait, il faisait du commerce en région parisienne, vous êtes tous des bâtards, vous êtes quelle sale pute », voilà, des insultes à profusion. Du coup, nous sommes ensuite conduits au commissariat de Toulouse, Wari et moi-même. Donc devant le commissariat, je vois une dame complètement voilée qui se met devant l'entrée du commissariat avec 5 ou 6 jeunes dont le fils de mon agresseur que je reconnais. Toute sa famille m'intimide, notamment son épouse, car je comprends que c'est son épouse, qui me montre du doigt en criant « c'est elle », alors que moi je suis en pleurs et que je ne souhaite pas montrer mon visage. Elle crie comme quoi je cherche à dépouiller son mari et que j'attends de l'argent et que tout ça est faux. Et son fils me menace de mort et dit qu'il va me tuer avec en étant très agressif. Du coup, les policiers les empêchent de rentrer dans le commissariat et du coup là, je vais pouvoir faire mon dépôt de plainte. J'arrive à minuit au commissariat et dans la salle d'attente, je vois 2 victimes qui vont notamment me marquer, 2 femmes voilées. Donc la première voilée enceinte qui vient de se faire battre par son mari et la deuxième qui vient également de se faire battre par son mari et les enfants à côté d'elle qui sont terrorisés et ne veulent plus voir leur père. Donc j'attends 1h30 et à 1h du matin environ, je porte plainte jusqu'à 3h du matin. Le policier qui m'accueille me confirmera qu'en garde à vue, il n'y a que des Maghrébins et des gens issus de l'immigration. Le policier me dit qu'il en a vraiment marre que ce soit toujours les mêmes profils. En sortant du commissariat à 3h du matin, la BAC doit venir nous escorter jusqu'à la voiture et avant ça, faire dégager toute la racaille, dont son fils et ses 5 autres copains de la cité qui nous intimident devant le commissariat. Je suis convoquée le lendemain pour une confrontation avec mon agresseur et son avocat. L'enquêtrice me dit que mon agresseur a pris un avocat qui n'est pas commis d'office, qu'il a dû payer très cher et qui est d'ailleurs un avocat qui défend des djihadistes et toute la racaille de la région. La confrontation se passe très mal. L'agresseur nie tout, il ment. Et l'enquêtrice le voit très bien. Il me dit que c'est moi la menteuse. Il estime que j'attendais ses faveurs sexuelles. Il me dit que je porte aujourd'hui un pantalon alors qu'hier je portais une jupe de salope. Et à ce moment-là, l'enquêtrice lui demande de se calmer et son avocat également lui demande de se calmer. Il me manipule en me disant que j'ai gâché sa vie, qu'il a un fils très jeune et une famille à nourrir. Il rentre en garde à vue le samedi soir et en ressort 48 heures après le lundi soir. L'agresseur connaît mon nom et mon prénom, j'ai donc très peur. J'enlève mon nom de famille sur ma boîte aux lettres, je supprime tous mes réseaux et je supprime tout le contenu à mon sujet sur internet pour qu'il ne me retrouve pas. Le mardi, je vais déposer une main courante contre son fils
et son épouse pour tentative d'intimidation. En déposant ma main courante, la dame qui prend ma déposition m'affirme qu'ils connaissent bien cet individu au commissariat de Toulouse. À ce jour, l'affaire est classée sans suite parce qu'il n'y avait pas de témoins et c'était parole contre parole. Je me sens très déçue car il y a énormément de victimes comme moi et des affaires qui sont classées sans suite. Alors certes, je n'ai pas été violée, mais c'était une agression sexuelle très grave et cet individu va certainement recommencer. Je suis enragée de savoir que plusieurs personnels de la police ont bien vu que je me suis faite traiter de salope et menacée et qu'au final, cet individu et son fils s'en sortent indemnes. Toute la famille de l'agresseur se permet d'insulter les gens, d'insulter mes parents, de nous intimider et il n'y a aucune retombée. On sait qu'en France, les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques d'agression sexuelle dans les transports en commun et ceci est d'ailleurs confirmé par les policiers qui ont pris mon dépôt de plainte, l'enquêtrice qui a fait ma confrontation. D'ailleurs, je me suis acheté une bombe lacrymogène et j'encourage toutes les jeunes filles de mon âge, les mamans, les femmes plus âgées, à avoir une bombe lacrymogène dans leur sac ou dans leur poche de manteau, notamment quand elles prennent le métro, car il y a maintenant une semaine, je me suis faite agresser à nouveau dans le métro à Paris. Un jeune homme de type maghrébin m'a violemment attrapée par le bras en me demandant mon Snap et mes réseaux sociaux. Il a énormément insisté et heureusement j'ai une amie qui est venue à mon secours. Mais je me sentais plus forte car j'avais ma bombe lacrymogène dans ma poche, prête à être utilisée. Je vois que le collectif Némésis est diabolisé dans certaines émissions et dans les médias, alors que pour moi, ça m'a sauvée. Je me sens beaucoup moins seule, je sens qu'il y a des gens qui me comprennent. Je lisais les faits divers, je pensais jamais que ça m'arriverait à moi. Et voyez, j'en suis la preuve, ça peut nous arriver. Protégez-vous, c'est un instinct de survie. Et quels seraient vos premiers mots que tu souhaiterais adresser aux Français? Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire, c'est mais pas, quelle importance? C'est pas. Alors, si c'est pas important, pourquoi vous me posez la mais question? parce Pourquoi? que, Et alors, si pourquoi c'était ne pas vrai, dire... qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Rien de timing pour le gouvernement qui va devoir gérer un autre dossier cette semaine, le cas Marlène Schiappa. La secrétaire d'État fait la une du magazine érotique Playboy qui sort samedi. Un choix taclé même par Elisabeth Borne, la première ministre. Maya Trémollet, vous avez pu lire la revue. Qu'est-ce qui a retenu finalement votre attention? Oui, alors il y a le fond et la forme. 6 photos au format A4 pour accompagner 6 pages d'interview. Que ce soit en robe moulante ou drapé suggestif, drapeau français en main et cheveux au vent, Marlène Schiappa prend la pose en traîne rouge, robe bleue transparente ou voile blanc, du jamais vu pour une ministre. Sans aucun tabou, elle évoque la liberté sexuelle, le féminisme ou la séduction. Tout y passe, même des allusions à ses livres érotiques dont elle se dit fière. Moi, j'ai aucun problème moral sur le fait d'envoyer photos. Je le ferai pas, je trouve ça un peu bon, mais voilà, c'est pas mon truc de me branler devant une caméra et d'envoyer ça à tout le monde. Bon, mais c'est vrai que lui, il l'a fait, lui, il trouvait ça bien en étant ministre. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un con, parce que le mec qui est ministre qui fait ça, il est con. Il y a les réseaux sociaux, c'est pas, on vient pas de les inventer. Avec ces... Marion Bartoli, vous avez de la chance, vous êtes venu un vendredi. Et le vendredi, il y a qui? Il y a Frédéric Fromet derrière vous et il chante l'actualité. Alors attention, je vous pose la question, mais j'ai quand même une idée. De quoi allez-vous nous chanter, Frédéric Fromet? Oui, alors pardon, mais l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est quand même du pain béni. Oh, un vendredi saint, mon Dieu. Il est fini le temps de la cathédrale. Si ça pouvait signifier aussi la fin des curés. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux.
un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique.